m'entend bien? Oui, ça a l'air de marcher. Eh bien, bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être ici, puisque comme beaucoup le savent, c'est la première fois qu'on fait notre conférence principale du Salon de l'Environnement à l'extérieur de l'école. Donc, merci beaucoup d'être là. Du coup, avant de vous présenter un peu l'événement, et puis la soirée, bien sûr, je vais laisser la parole à Madame la directrice de notre école, mais aussi à nos partenaires, que j'en profite pour remercier chaleureusement pour leur soutien pour la création de ce projet. On va commencer avec vous, Madame Laure. Merci, bonsoir. Alors, il ne m'avait pas prévenu, donc ça a totalement improvisé, merci. Je suis Géraldine Laure, je viens de récupérer la direction des cours d'hydro à Montpellier, le GPN, le DNH, tout le groupe d'hydroéducation sur la ville de Montpellier. Et tout ce que j'ai à dire, c'est félicitations pour le travail que vous avez mené, pour vos invités de qualité, pour vos partenariats de qualité, pour tout ce que vous avez mis en place. Donc je pense que vous pouvez vraiment les applaudir. Parce que j'espère que vous allez tous passer une très bonne soirée. Merci. Merci Madame Laure pour ce joli compliment. On va enchaîner avec vous, Monsieur Melki, donc pour le bureau d'études Biotop, qui nous soutient également. Okay. Bonjour tout le monde. Voilà, donc je m'appelle Frédéric Melki, je suis le fondateur et président de l'entreprise Biotop, qui est une... Alors aujourd'hui, on parle classiquement de bureau d'études, mais ça va bien au-delà d'un bureau d'études. On pourrait le définir comme un écosystème d'entreprises et d'ONG qui travaillent sur le thème de la biodiversité, et ce depuis 30 ans. C'est quelque chose qui a son siège près d'ici à Metz, au bord de l'étang de Thau. J'imagine que la majeure partie d'entre vous connaissent cet endroit. Et donc là, je suis ici pour soutenir cet événement qui a été monté par les jeunes de l'EGPN. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. D'abord, j'aime beaucoup la jeunesse, j'aime beaucoup les jeunes qui se mouillent, les jeunes qui font des efforts pour arriver à faire passer leur passion. Et aussi parce que ça me renvoie à mon histoire, donc... qui est d'avoir œuvré depuis, à l'époque, moi je suis docteur en pharmacie, donc je suis pas du tout, j'ai pas du tout fait des études pour exercer le métier que j'exerce aujourd'hui. Mais à l'époque, ce métier-là, et nos conférenciers le savent parfaitement bien, était un métier, c'était quasiment pas un métier, ça n'existait pas. On faisait ça pendant ses loisirs, parce qu'on aimait la nature. On avait un autre métier qui nous nourrissait. Et on faisait ça le week-end, les vacances, etc. Et en essayant de travailler, parfois un peu tristement, pour gagner notre vie le reste du temps. Et donc, au moment où j'ai décidé de laisser tomber la pharmacie et de monter cette entreprise, ce qui était quelque chose d'éminemment hasardeux il y a 30 ans, parce qu'on ne parlait pas de biodiversité, même le mot on ne l'utilisait pas du tout à l'époque. Il n'existait même pas, il a existé un ou 2 ans avant. Et donc, voilà, c'était quelque chose qui était chevillé dans les tripes. C'est vraiment une vocation de travailler sur la nature. Quand on aime la nature, quand on aime la faune, quand on aime la flore, on aime ça depuis qu'on est tout petit, on ne pense qu'à ça et on ne vit que pour ça. Et c'est vraiment quelque chose que je veux transmettre à nos jeunes générations, de dire, allez-y, vous avez la chance que le monde ait changé, qu'aujourd'hui vous puissiez en faire votre métier, qu'aujourd'hui vous ayez des écoles qui vous forment à ce métier-là, et sincèrement, je vous soutiens de tout cœur. Voilà. Et tout petit mot encore sur quelque chose, je pense, qui va aussi avoir un écho, notamment chez M. Allais. Il y a une discipline qui est malheureusement en diminution, qui est la discipline pour laquelle je milite depuis longtemps et un petit peu dans tous les cénacles, c'est la taxonomie. C'est aujourd'hui le vivant, contrairement à ce qu'on pense,
est très mal connu. Il y a des pans entiers de la biodiversité qui ne sont pas décrits, qui ne sont pas connus, dont les espèces n'ont pas de nom. Et on est un petit peu dans notamment dans les zones intertropicales, dans une course contre la montre pour décrire ces espèces, les connaître. Et pourquoi les connaître? Pour mieux les protéger. Parce que lorsqu'une espèce n'est pas décrite, elle n'a pas de nom. Si elle n'a pas de nom, elle n'existe pas. Et si elle n'existe pas, personne ne pourra la protéger. Voilà. Donc c'est cette discipline, et c'est pour ça qu'aussi je rends hommage aux enseignants, parce que vous avez une tâche énorme à faire. Et ces disciplines taxonomiques, qui est la description du vivant, aujourd'hui, contrairement à ce que certains pensent, ce n'est pas une science du passé, c'est vraiment une science d'avenir. Bon salon et profitez-en bien. Merci pour ces jolis mots. Je vais enchaîner, mais je n'ai pas vu avec... j'aurais voulu enchaîner avec un représentant du CEN, mais j'en ai pas vu ce soir, qui fait également partie de nos partenaires. Mais donc on peut continuer avec monsieur Lionel Coste de Fiber Nature. Donc moi aussi, je n'étais pas averti quand on allait être... Merci. Donc déjà, merci pour ce bel événement. Fiber Nature est partenaire depuis plusieurs années. Donc merci à l'EGPN, puisque nous on fait aussi une conférence, enfin un cycle de conférences qui s'appelle les Rendez-vous Fiber Nature dans votre bel amphithéâtre. Donc Fiber Nature, en quelques mots pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une association récente qui a été créée il y a 2-3 ans. C'est issu d'une rencontre avec des étudiants. Et c'est vrai que je partage ce qui a été dit tout à l'heure. C'est vrai que quand on est amoureux de la nature, conscient de l'importance et l'urgence de la protéger, c'est vrai que travailler avec des jeunes, c'est rassurant aussi, c'est important. Et c'est une association qui a aussi des scientifiques connus. Et donc ce mélange des deux nous a permis en quelques années, on a 2 ans et demi aujourd'hui, et on a créé notre première réserve de biodiversité en Ardèche de 12 hectares, grâce à une rencontre aussi avec un directeur de Pierre et Vacances, et une discussion le soir au bord de l'eau en train d'attendre les castors a abouti le lendemain à la création de 12 hectares donnés par le groupe Pierre et Vacances. Donc c'était un grand événement. Et donc l'aventure pour nous continue et on fait de belles rencontres. Francis Allais, vous êtes venu à la création de la première réserve. Un grand merci. Donc depuis, on a l'occasion de se voir régulièrement. Alain Bougrain-Dubourg, c'est ce soir que je vous ai rencontré. Donc c'est toujours de belles rencontres. C'est toujours très agréable. Et en effet, il y a beaucoup de travail. J'espère que tous ces événements permettent de faire avancer la cause de la nature, la cause animale et autres. Et il y a du travail. Donc merci pour les jeunes. Merci les jeunes pour toute l'énergie que vous donnez. Merci aux enseignants, en effet. C'est vous qui encadrez. Et voilà, donc je ne vais pas le plus parler. Bonne conférence, bon salon. Et merci à tous les deux et puis toute l'équipe, des étudiants qui ont participé. Un grand merci et bonne conférence. Merci Lionel. Je vais reprendre la main. Bonjour à tous. Je me présente, je m'appelle Tom Desfossés. Et donc je vais animer cette conférence avec mon camarade Benjamin Guillon. Donc nous sommes étudiants en 3e année à l'EGPN, donc l'école pour la gestion et protection de la nature. Mais nous sommes également donc chefs de projet de ce salon, le salon de l'environnement de Montpellier. Il s'agit d'un salon que nous avons préparé en tant qu'association, qui possède le même nom que notre événement. Et nous entamons ce salon par cette conférence d'ouverture, enfin en guise d'ouverture du coup. Et donc demain, notre campus accueillera la suite de ce salon de 9h à 17h, donc au 13 rue du Carré du Roi, où vous pourrez retrouver des conférences, des stands tout au long de cette journée. Et du coup, comme vous le savez, ce soir, nous accueillons pour l'ouverture de ce salon monsieur Francis Allais, botaniste de renommée mondiale, mais aussi également Alain Bougrain-Dubourg, producteur et réalisateur, militant en écologie et président de la Ligue de protection des oiseaux. Donc, dans cette conférence avec nos parrains, nous allons donc discuter autour de la biodiversité et donc des problématiques qui sont associées.
On a la chance d'avoir Francis et Alain, donc, qui ont des connaissances internationales, ce qui va nous permettre donc, de pouvoir traiter ce sujet à différentes échelles, que ce soit d'un côté donc, régional, national ou encore mondial. Et donc afin de faire le tour de notre sujet, nous allons donc dans un premier temps revenir sur leur parcours, les expériences donc de nos deux invités afin de comprendre comment ils en sont arrivés là aujourd'hui. Puis donc nous aborderons la perte de biodiversité et nous terminerons par les solutions qui sont envisageables. Eh bien, tout d'abord, merci de nous faire l'honneur d'être ici ce soir, vous deux. C'est franchement une chance en tant qu'étudiant de pouvoir échanger à ce moment-là de nos parcours avec vous. Alors, un grand merci. J'aimerais du coup commencer cette conférence avec vous, Francis. J'ai vu que votre père était ingénieur agronome et que votre maman était très intéressée particulièrement par les plantes. Et je me demandais si cette passion, c'était d'eux qu'elle venait ou comment elle vous était venue au juste, cette passion. Oui, certainement, mes parents ont joué un rôle, indiscutablement. Mon père et ma mère. Mais s'intéresser aux plantes, excusez-moi, je voudrais vous retourner la question. Comment est-ce qu'on peut ne pas s'y intéresser? Parce que elles sont d'une extrême importance. J'ai rien contre les animaux, je les trouve marrants. Mais ils jouent... Comment? On est des animaux nous-mêmes, donc on est sur le même créneau, les animaux et nous. Tandis que les plantes, elles corrigent nos erreurs, en quelque sorte. Ajoutez à ça qu'elles sont beaucoup moins connues que les animaux, parce qu'on les étudie peu, elles n'attirent pas. Et donc, si vous, un chercheur comme moi, je cherche la nouveauté. Donc, elle était du côté des plantes. Jamais je n'ai regretté d'être botaniste. Ok, très bien. Ça donne envie en tout cas, c'est sûr. Et vous de votre côté, Alain, je me souviens lors d'une interview, c'était sur Sud Radio, il me semble, il n'y a pas si longtemps, vous avez dit que vous vous intéressez aux questions environnementales très très jeune et avec une admiration toute particulière pour les rapaces et les serpents, il me semble. Oui, j'étais pensionnaire au lycée Eugène Fromentin à La Rochelle et juste à côté, il y avait le muséum d'histoire naturelle avec la première girafe qui avait franchi... qui avait été offerte par le pacha d'Égypte à la France, qui était arrivé, remonté depuis Marseille, et ça me fascinait. Il y avait des vivariums. Et moi, j'étais un petit Parisien, j'ai été envoyé en pension à l'âge de 10 ans. Et là, ça a été une capacité de partir, de m'évader. C'était vraiment la quête de l'exotisme. Et comme mes parents avaient une maison dans l'île de Ré, j'allais sur la plage, et sur la plage, il y a l'horizon. Et au-delà de l'horizon, je me disais qu'un jour, je verrais les ours polaires, que je verrais les lions dans la savane, les anacondas en Amérique du Sud, les pandas en Chine. Et j'ai eu la chance de faire de ma vie la mise en œuvre de cette passion et de la partager avec le plus grand nombre. Vous voyez, juste un mot. Quand vous m'avez dit on commencera à parler de l'origine des vocations, de la passion, je me suis dit on a peut-être mieux et plus urgent à dire que de parler de nous et comment c'est arrivé. Bon, déjà j'ai appris que Francis Allais, les animaux, c'était pas son truc. Mais arrête, je sais, Francis. Les propos, sérieux. Heureusement que je suis là alors. Bon, non. Et c'est une question plus importante qu'il y paraît. Comment naissent les vocations? Et vous voyez, quand aujourd'hui vous avez des jeunes, ça a été évoqué, qui peuvent sortir sur le terrain, qui peuvent
voir ces animaux s'épanouir. Autrefois, il y avait des grands-parents qui parfois nous emmenaient à la campagne et qui nous initiaient à la découverte des choses simples de la nature. Il y a eu quand même une rupture de l'urbanisme, d'une vie urbaine, et il était très difficile de créer de nouvelles vocations. Et quand je vois qu'aujourd'hui, notamment par l'enseignement, on y revient, eh bien c'est enthousiasmant parce qu'on a besoin d'être très nombreux. Et aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est qu'on est plus nombreux qu'hier à se préoccuper de l'environnement. Aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que hier, je pense aux années 70, quand il y a eu un déclin mais dramatique des espèces dites emblématiques. Je pense par exemple aux cigognes blanches. Il y avait moins de 10 couples de cigognes blanches dans les années 70. Il y a plus de 5500 couples aujourd'hui en France. Le castor, où il est notre ami castor, voilà, je ne vais pas parler. Le castor avait quasiment disparu. Le faucon pèlerin, voilà, victime du DDT. Les vautours fauves n'existaient plus dans le ciel cévenol. Toutes ces espèces ont regagné du terrain grâce à l'action des politiques de l'époque. Il y a eu la loi de 76 et puis des associations de protection de la nature. Et sans être trop long, ce que je voulais dire par analogie dans l'évolution des mentalités, c'est qu'autrefois, seuls quelques initiés savaient où se trouvait le castor, le faucon pèlerin, l'aigle royal ou le gypaète barbu quand il en restait que dans les Pyrénées. Bon. Et surtout, on se dépêchait de ne le dire à personne. Seuls quelques-uns avaient... Bon. Aujourd'hui, eh bien, les valeurs ont complètement changé. On peut dire que la société s'est appropriée ce patrimoine naturel et c'est formidable. C'est formidable parce que c'est le collectif, c'est la société. Touche pas à mon arbre, touche pas à mon vautour, touche pas à mon grand-duc, touche pas... Voilà. Et donc, là, il y a une évolution formidable de la société, ce qui est quand même une source d'espérance pour l'avenir. Très bien, merci. Et donc, comme vous avez pu mentionner, beaucoup d'écoles dédiées à la protection de la nature ont ouvert récemment. On s'intéressait du coup à savoir, vous, quelles études avez-vous pu réaliser pour venir justement à ce stade? C'est pour moi. Vous deux. Moi, ça va être très court, j'ai bac-1. Non, mais ça y est, j'ai tout dit. J'ai mon permis de conduire. Bon, je suis commandeur de la Légion d'honneur, mais j'ai bac-1, vas-y. Donc, je ne le recommande pas. Vraiment, très sincèrement. Bon, la botanique dans ce pays, c'est uniquement l'université. Il n'y a pas de grande école, il n'y a pas de choses comme ça. Donc, j'ai fait l'université. Et à l'époque, par chance, il y avait un 3e cycle, mais ça aussi, ça a disparu, un 3e cycle de botanique tropicale. Je me suis précipité là-dedans. C'était à la Sorbonne, à Paris. Et ben voilà, je suis allé directement aux endroits les plus vivants du monde, là où la biodiversité est la plus forte, c'est les tropiques. Une fois qu'on est dans les tropiques, on s'aperçoit que c'est les forêts, pas les savanes, les forêts. Bon, je vais dans la forêt, le sous-bois, c'est sympathique, mais il fait assez sombre, donc il y a peu de plantes et du coup il y a peu d'animaux. Alors qu'en levant les yeux, on s'aperçoit que c'est là-haut que ça se passe. C'était l'année des vols Apollo. Et lors d'une discussion avec des étudiants, il y en a un qui m'a dit « Mais c'est bizarre, on est capable d'aller sur la Lune, chercher des cailloux qui, à notre connaissance, n'avaient pas grand intérêt, mais on est incapable d'aller s'occuper de la biodiversité qui est en haut des arbres. C'est pas normal, ça. » Alors on a discuté de ça, et en fin de journée, on a estimé que le mieux, c'était un engin plus léger que l'air. Pas un hélicoptère ou un avion. Bon. Après ça, j'ai passé 30 ans à m'occuper de la biologie des canopées équatoriales, et je rappelle que c'est l'endroit le plus riche en biodiversité de toute la planète. Mes collègues océanographes me disent « Mais non, c'est l'océan. » Mais c'est pas vrai.
C'est 15% l'océan. Oui. Alors ils me disent, oui, mais on n'a pas tout découvert. Bah, je lui dis, nous non plus. Enfin voilà. Et donc vous avez pu commencer à nous évoquer du coup les cimes des arbres. Vous avez donc créé ce qu'on appelle aujourd'hui le radeau des cimes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce dispositif ? C'était l'appareil qui nous permettait, parce qu'il y a eu beaucoup de tentatives pour aller étudier le sommet des arbres. Et les premiers, les pionniers, ils grimpaient avec une corde. Et nous, on l'a fait pendant longtemps. Mais vous comprenez que vous n'atteignez pas la canopée, parce que pour vous porter, il faut une branche au moins comme le bras. Et donc vous êtes 4-5 mètres en dessous de la canopée. C'est vexant, parce que ce n'est pas là où vous êtes, c'est un peu plus haut. Donc l'idée, c'était d'arriver par le haut et de se poser dessus. J'ai eu la chance d'être en contact avec un architecte de Versailles qui nous a créé le radeau des cimes et qui l'a fait construire. Une plateforme plus grande que cette pièce, 600 mètres carrés, oui, ça fait plus grand que ça. Et 600 kilos, 1 kilo du mètre carré. Alors ça, la forêt, elle est parfaitement capable. 1 kilo du mètre carré, ça va très bien. C'est gonflable. C'est des tubes comme un Zodiac qui le rendent rigide. Et entre les tubes, il y a un filet de plastique. Donc on a 600 mètres carrés à notre disposition. Et on monte à 6 là-dessus. On a fixé ce nombre parce que c'est impossible de savoir si les branches qui sont dessous sont solides ou pas. Et de temps en temps, il y en a un qui passe par-dessus bord. Mais c'est un peu comme en mer. S'il est amarré, et ils ont toujours été amarrés, ça se termine en rigolade. Et vous montez comment au-dessus ? Alors, cet appareil, il est porté au-dessus de la forêt par un dirigeable à air chaud, c'est-à-dire une montgolfière avec juste un avant et un arrière. Et puis ceux qui montent, ils montent avec des cordes. Ah ouais. Non, mais c'est devenu très au point. Hein, si on est fatigué, on lâche tout. Et ça se met à l'horizontale comme un fauteuil relax. Et alors là, c'est très bien pour observer la forêt. Puis quand on est reposé un peu, on continue. Bien, merci d'avoir partagé avec nous cette expérience du radeau des cimes. Et vous parliez juste avant aussi de votre carrière universitaire. Maintenant, je voudrais parler de votre carrière de militant, Alain. J'ai vu que votre père était un illustre résistant durant la Seconde Guerre mondiale. Et on peut dire que vous aussi, à votre échelle et avec les problématiques de l'époque, vous avez résisté. Et donc, vous avez choisi cette vie de militant écologique. Et j'aurais voulu savoir les actions en tant que militant qui vous ont le plus marqué. Je vais vous dire un truc très court. J'ai posé la question à mon père, je pense qu'on s'est tous interrogés, qu'est-ce qu'on aurait fait à leur place pendant la guerre ? Et est-ce que j'aurais été résistant ? Est-ce que j'aurais été collabo ? Est-ce que j'aurais été indifférent ? Je ne sais pas le dire, mais c'est une question qui m'a obsédé. Je pense qu'avec l'énergie que j'ai dépensée, je serais plutôt du côté de la résistance, mais mon père m'avait répondu avec beaucoup d'humilité. Tu sais, on était jeunes. Et il y avait une espèce de folie. Bien sûr, il pleurait sur le drapeau français quand il était piétiné. Bien sûr, il savait qu'il y avait la Gestapo et toutes les conséquences terribles. Mais il y avait une espèce de volonté de la jeunesse, un défi à l'improbable, un défi à la puissance occupante qui était admirable. J'ai trouvé ça formidable qu'un résistant puisse dire mais on était porté aussi par l'enthousiasme de notre âge et la folie et l'inconscience de notre âge. Je trouve ça assez humble. Alors, me concernant beaucoup plus modestement, c'est le sentiment de révolte. Moi, au début, j'aimais découvrir la nature. J'ai dit qu'elle avait un caractère exotique. En fait, je pensais tout le contraire de Francis Allais à l'époque. Pour moi, elle était passionnante. Cette nature... Non, je voulais voir s'il y en avait qui écoutaient un peu. Et donc, non, et donc je pensais tout simplement profiter de la nature et de cette découverte qui me comblait tellement. Puis je découvre
des choses incroyables. Et par exemple, on m'a demandé d'être président de la LPO. À l'époque, je courais le monde pour mes reportages, Animalia et tout ça, et je pensais avoir ni le temps ni la compétence. Et on me dit, écoute Alain, tu le prends pour 3 ans, et puis après on va trouver quelqu'un, t'inquiète pas. Alors j'ai dit, bon, ok, ça fait 36 ans, je crois. À l'époque, il y avait 3 salariés et 3000 membres. Aujourd'hui, on est 550 salariés, première association naturaliste de France, et il y a 65 000 membres, 8 000 bénévoles, etc. Mais pour répondre plus précisément à la question, j'ai découvert, en débarquant, que dans le Médoc, chaque année, au mois de mai, il y avait des pylônes avec des chasseurs en haut de ces pylônes qui allaient flinguer les tourterelles des bois qui revenaient d'Afrique au mois de mai pour donner la vie ici en France et dans le reste de l'Europe. Et le Médoc, c'est un entonnoir, on va dire, aérien entre l'Atlantique et la Gironde. Et donc c'était un barrage de feu. Il y avait pas loin de 70 000 oiseaux qui passaient, dont 30 000 qui restaient au tapis, tous les ans. Et avec la LPO, avec une poignée, on n'était pas nombreux, tous les ans on s'est battu le 1er mai. On a demandé à des personnalités de nous rejoindre. Il y a eu Sophie Marceau, Brigitte Bardot, Théodore Monod, Hubert Rive et bien d'autres. Et je me disais, j'avais des potes à la télé, on va faire un reportage pour le 20h, ça va être réglé. Le préfet va dire, bon. Rien de tout cela, ça a duré 20 ans. Et j'ai dit, je ne lâche pas la LPO, je ne lâche pas le combat tant que le droit ne sera pas respecté. Et puis après, il y a eu l'ERICA. 10 ans de combat contre Total, où on a lancé l'idée, je le dis humblement, mais ça fait partie de mes petites fiertés, le préjudice écologique, c'est une idée que j'ai eue, qui n'est pas celle qu'on reconnaît véritablement aujourd'hui, enfin qui a été élargie. L'idée était toute simple. Quand il y a des pollutions, on indemnise le manque à pêcher, le vivant commercial. C'est-à-dire on indemnise pour les coquillages, pour les poissons, pour les crustacés, etc. Mais l'oiseau, le phoque, la tortue, rien. Et donc, on a voulu, avec mon avocat de la LPO, j'ai dit comment on peut appeler ça ? On va l'appeler le préjudice écologique. 10 ans de combat, on était en cassation, on a gagné. Le préjudice écologique est aujourd'hui inscrit dans le Code civil. Et puis, je peux vous parler des ortolans dans les Landes, espèces protégées. 10 ans, on y a été périodiquement, on s'est pris plein la gueule. Et puis, on a réussi à le faire. Bon, la glu, on a été jusqu'à la Cour européenne de justice. Et actuellement, ce sont les dauphins qui sont massacrés actuellement dans le golfe de Gascogne et dont on se préoccupe. Voilà, un combat en conduit à un autre et on ne peut pas rester indifférent, sinon il y a une forme de lâcheté. Si on pense qu'on ne sert à rien, on va tourner le dos à tout ça. On pourrait, mais ça porte un nom, c'est la lâcheté, quoi. Face à une situation dont on est conscient et on tourne le dos, c'est pas envisageable. Et donc voilà, un combat pousse un autre, et on voit qu'il y a de plus en plus d'engouement, de solidarité. Et je dis souvent aux gens, il faut que vous m'arrêtiez parce que Francis, lui c'est un enseignant, hein, il cale bien ses mots et tout. Moi je roule, je parle, et donc il faut m'arrêter. Je ne sais plus ce que je disais, donc ça tombe très bien, je m'arrête. Okay. Très bien. Donc vous avez vraiment pu nous parler donc de vos expériences à l'international ou même d'un point de vue national. Mais donc, est-ce que vous pouvez nous parler de votre relation donc avec notre région, l'Occitanie ? On sait que vous, Francis, vous la connaissez bien puisque vous habitez Montpellier. Vous, Alain, un petit peu moins parce que vous habitez plus loin, mais vous avez déjà pu faire quelques actions en Occitanie. Donc, pouvez-vous nous dire quelle est votre relation avec ? C'est une région incroyable parce que j'y habite depuis plus de 50 ans maintenant et je n'ai pas fini de la découvrir. Non, c'est d'une richesse incroyable. J'aime beaucoup cette région. Mais je vais vous dire, ça ne vaut pas les tropiques. On n'en doute pas. Ça me fait marrer quand j'entends la mairie de Montpellier dire « on a la biodiversité la plus forte de France ».
Mais ça veut dire simplement qu'on est plus au sud. Oui, c'est pas faux. Et ça dépend pas de la mairie. Et c'est eux qui ont prêté la salle, si on peut être... Pardon. Je me suis laissé dire. Oui. Très bien, merci. Et vous, Alain, du coup? Alors, moi, j'ai des souvenirs ponctuels. Je suis très attaché à cette belle région que je ne connais pas suffisamment. Ça me vient à l'esprit, je vais tenter un truc. Là. J'ai un ami que j'aimais beaucoup, je crois que vous l'avez beaucoup aimé aussi. C'est Claude Nougaro. Et Claude, on était très potes, je peux le dire. Et il était très sensible aux questions de la nature, des animaux. Et un soir que je me retrouve chez lui, il me dit « Alain, j'ai écrit un truc, ça va te plaire pour tes bêtes. On leur fait mal. » Et il a écrit un truc, je vais vous le dire de mémoire, si je peux, hein, parce que c'est comme vous, je n'ai pas préparé. J'essaie de revoir Claude quand il m'a dit ça. Vieux Tarzan déchu, has-been de la liane, ma guenon n'est plus, et perdu ma jongle. Vieux Tarzan groggy en deuil jusqu'aux ongles, et perdu ma jongle, et perdu... Ils m'ont tout tué par tonnes d'ivoire, éléphants sacrés, ma sacrée mémoire, et tous mes gorilles les ont fusillés, toute la famille, à balles blindées. Mes crocos géants, mes hippopotames, des sacs pour les dames qui ont de l'argent. Ils ont effacé ou bien mis au zoo le chant des pygmées, celui des oiseaux. Mon studio zébré tout en haut de l'arbre, ils me l'ont sabré pour une autostrade. Ma Jeanne est partie au bras de l'un d'eux. J'ai poussé mon cri, le dernier. Adieu. Alors, il en a fait une chanson, mais très honnêtement, je ne la trouve pas géniale, sa chanson. Le poème est admirable, qu'il a écrit et tout. La chanson, je trouve, lui, qui a un sens mélodique formidable, mais il adorait la nature, et pour lui, c'était Tarzan déchu, voilà, qui incarnait la perte de la biodiversité. Alors, l'autre image qui me revient en Occitanie, c'est un reportage que j'ai fait au CNRS de Moulis, au sud de Toulouse, où ils font un travail mais tout à fait remarquable sur l'impact du réchauffement climatique sur la biodiversité, notamment la petite faune. On parle toujours du tropical, mais il y a la petite faune chez nous. Et donc, et ils ont notamment fait des volières qui sont fermées non pas avec du grillage mais une forme de tissu. Il y a une dizaine de volières, chacune est grande comme cette pièce, reliées par des corridors, et ils arrivent à conserver les températures qu'ils souhaitent à l'intérieur de chacune des volières. Donc ils augmentent la température de certaines et ils la réduisent dans d'autres. Et là, ils lâchent des escargots, des papillons, des insectes en tout genre et des lézards vivipares, et ils regardent ce qui se passe. Et ça, c'est très intéressant. Le lézard vivipare est devenu une référence. La première des choses, c'est que quand ils les ont lâchés, les lézards ont communiqué entre eux pour adopter une stratégie. Alors un lézard, ça ne communique pas comme moi quand je parle, c'est par l'odorat, notamment par des signaux, mais les animaux se sont réunis véritablement, et certains ont fait des choix d'aller vers le chaud, d'autres de rester à la fraîche, d'autres s'interroger, faisaient l'aller-retour. Et quand j'en ai parlé aux scientifiques, je leur ai dit, mais des êtres vivants qui échangent et adoptent une stratégie, c'est une forme de culture. Ah non, mais Alain, on ne peut pas dire ça. En même temps, on ne peut pas dire le contraire. C'est fascinant ce qui se passe. Et au passage, j'ouvre une toute petite parenthèse. Ça nous invite à ne plus regarder la faune sauvage à travers des stocks, des populations, des espèces, des globalités, mais au contraire à travers des individus, puisqu'on voit bien que chez le lézard vivipare, par exemple, eh bien, l'individu va avoir la capacité de choisir et va adopter une stratégie. Et c'est très important d'avoir ce regard
pour pas qu'on ne soit uniquement des naturalistes, mais qu'on prenne aussi en compte la condition animale. Alors la question que vous vous posez, évidemment, vous alliez me le dire, qu'est-ce qu'il est advenu des lézards qui ont accepté 2 degrés de plus? Eh bien, figurez-vous qu'ils ont été en suractivité. Et en principe, la maturité sexuelle du lézard vivipare commence à 2 ans. Et là, dès la première année, les jeunes qui naissaient étaient capables d'avoir des petits. Alors j'ai dit, ça c'est quand même une bonne nouvelle, on va avoir davantage de petits. Non, c'est une très mauvaise nouvelle parce que les animaux se fatiguent énormément par une suractivité, meurent plus tôt. Et on constate aujourd'hui que la mortalité n'est pas compensée par la natalité. Alors voilà, 2 degrés de plus, c'est la perte d'une espèce comme le lézard vivipare. Certains vont gagner les hauteurs, d'autres vont se protéger. Il va y avoir des îlots, très certainement, comme à chaque fois, une forme d'adaptation. Mais ça nous en dit long. Et voilà donc le deuxième exemple. Le troisième exemple qui me vient à l'esprit, c'est le faucon cresserellette, qui est dans l'Hérault, qui a failli disparaître. Je pars après-demain au Sénégal pour soutenir un programme en Afrique parce que les faucons cresserellettes vont passer l'hiver. On a cherché pendant très longtemps le lieu de rassemblement parce qu'ils se retrouvent le soir dans des dortoirs. On l'a trouvé il y a un peu plus d'une dizaine d'années. J'ai été là-bas sur place. C'est prodigieux. C'est prodigieux. Heureusement qu'il y a des arbres, parce qu'ils se perchent dessus. C'est des baobabs. Voilà. Et ils sont pas loin de 30 000 rassemblés le soir qui arrivent, avec des élagnons qui viennent également. Donc ça fait pas loin de 60 000 rapaces. Et c'est une espèce, on n'a pas l'explication, qui est en train de s'effondrer partout sauf en France. En Espagne, parce qu'ils viennent nidifier chez nous. Alors nous, on a beaucoup travaillé pour mettre des nichoirs, pour essayer de voir où il y avait éventuellement des populations qu'on a pu trouver. Il y a pas loin de 500 couples actuellement, alors qu'en Espagne, ça s'effondre. C'est là-bas où ils étaient les plus nombreux. Et en Afrique, alors là, c'est une catastrophe. Et donc voilà, c'est une espèce extrêmement fragile. Heureusement qu'il y a les programmes LIFE qui nous permettent de soutenir économiquement des programmes de conservation et de recherche, et notamment de soutenir en premier lieu les populations locales, parce qu'il ne faut pas arriver en disant on va vous montrer comment on va sauver la nature, mais il faut vraiment le faire en communion. Ça prouve que si on a des bons comportements ici chez nous, pour les espèces migratrices, il est évident qu'il faut suivre également ce qui va se passer ailleurs, et notamment en Afrique. Tiens, je ne vais pas être long, mais je vous le dis, on a monté une opération géniale à BFM TV. Il est en train de se dire, oh merde, j'avais prévu des questions, on n'aura pas le temps. On a monté une opération géniale avec BFM TV. C'est tous les vendredis, comme je sais que vous vous levez tôt dans le midi, à 6h28, 7h28 et 9h28. Sur la météo, c'est le retour des hirondelles. Et on demande à chacun, dès que vous voyez la première hirondelle arriver dans votre commune et tout, vous allez sur lpo.fr, vous cliquez, et ça nous permet de faire une carte de France où on voit l'arrivée des hirondelles, comment ça se passe, pourquoi elles vont du reste plus vite dans le nord que dans le sud, est-ce qu'il y a des trous dans la raquette et qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Donc on fait toute une opération et après on a mis des caméras sur des nids où on va pouvoir voir les jeunes. Et j'en termine parce qu'il y a un truc quand même génial. Figurez-vous que les hirondelles anglaises, qui nidifient donc en Angleterre, vont passer l'hiver en Afrique anglophone, c'est-à-dire australe, mais je te jure, australe et Afrique du Sud. Du reste, elles font un voyage beaucoup plus long que les hirondelles françaises qui vont en Afrique francophone. En Afrique on n'a aucune explication. Vous voyez que la science a beaucoup à découvrir encore. Pardon d'avoir été long. Et merci pour cet échange. Et donc, à l'image du faucon cresserellette dont vous parliez, on va revenir vers l'Occitanie un petit peu.
Et donc, je voulais parler donc, de la perte de biodiversité que vous avez également évoquée à travers les mots de Claude Nougaro. Et par exemple, en Occitanie, entre 1992 et 2012, on a observé une perte des prairies naturelles de 45% et 31% pour les forêts, ce qui est énorme. On observe depuis quelque temps un regain des habitats forestiers quand même en Occitanie. Et je me demandais donc à travers vos parcours à vous deux, Francis, vous avez dû voir donc, de fortes dégradations concernant les forêts primaires. Et vous, Alain, concernant, donc on parlait des peuplements avifaunistiques. Et donc je voulais savoir si vous avez vu des mesures politiques qui ont été prises pendant ce temps sur ces drames. La réponse est non. Désolé. C'est une suite de catastrophes dans ce domaine-là. La déforestation tropicale, c'est quelque chose de monstrueux. Je viens de lire dans Le Monde quelque chose de très décevant. Jair Bolsonaro a été remplacé par Lula, mais la déforestation a augmenté. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est monstrueux parce que c'est les endroits les plus riches en biodiversité de toute la planète et on détruit des forêts dont l'inventaire élémentaire n'est pas toujours fait. Combien de temps une forêt met à se régénérer quand elle a brûlé, comme les incendies de 2021 ? Ça dépend si on est ici ou dans les tropiques. Non, ici, non. Les tropiques, si vous pouvez nous lâcher avec les tropiques. Mais non, ils veulent parler d'Occitanie. Bon, moi, je vais un peu dans le Var. Bon, Gonfaron, la plaine des morts. La biodiversité de l'Occitanie, elle vient des tropiques. Oh ! Je suis désolé. Comme tous les groupes animaux et végétaux, y compris l'espèce humaine. Hein. Donc, globalement, ça met combien de temps ? On parle de 30 ans, mais... Non, sûrement pas. Sûrement pas. Ah non, en 30 ans, on aura une forêt secondaire. On aura la fin de la forêt pionnière, voilà, et le début de la forêt secondaire. Non, ça se compte en siècles. 7 ou 8. Ah ouais. Même mais une garrigue ou autre. C'est pas un choix. C'est pas un choix. C'est à cette allure-là que la nature travaille. Il faut comprendre que pour avoir une forêt primaire, il faut 3 vagues floristiques, les pionniers, les post-pionniers qui durent plus longtemps, et puis enfin la forêt primaire. Donc c'est pour ça que c'est long. C'est très intéressant que... pas un choix. Excusez-moi de vous couper. C'est très intéressant que vous posiez cette question-là parce que j'ai vu qu'en 2019, vous aviez créé votre projet d'une forêt primaire en France, et j'aurais aimé justement savoir en quoi consistait réellement ce projet. Moi, j'ai passé ma vie dans les forêts primaires, des tropiques, excusez-moi. Et puis, quand je reviens en France pour la scolarité de mes gamins, j'ai la désagréable impression qu'il n'y en a plus. Effectivement, il n'y en a plus. Il y en avait une en Pologne, Białowieża, entre Varsovie et la frontière biélorusse. Quelque chose d'admirable que je n'oublierai jamais. C'était magnifique. Malheureusement, le gouvernement polonais actuel, le gouvernement d'Andrzej Duda, l'écologie ne l'intéresse absolument pas. Par contre, le fric l'intéresse. Et quand il voit la taille des chênes qu'il y a à Białowieża, il a décidé d'exploiter tout ça. Voilà. C'est très mal parti. C'est très mal parti. La chasse, déjà des espèces de grands animaux où la chasse est permise. Non, mais on n'a pas ouvert la chasse aux bisons d'Europe. Ça va venir. Mais... Non, alors les comportements globaux dans cette matière, je les trouve nuls. Et en fait, ils n'existent pas. Il n'y a rien de bon. Par contre, il y a des initiatives personnelles, oui. Mais on verra ça après. Et du coup, je vais vous demander, en quoi la mise en place d'un tel projet, c'est une solution face à la perte de la biodiversité ? Tout simplement parce que quand vous faites une forêt primaire, on l'a fait souvent dans les tropiques, ça. La biodiversité n'arrête pas d'augmenter depuis le siècle 1 jusqu'au siècle 8. Et elle est maximum dans la forêt primaire, de très très loin. Donc c'est une source de biodiversité. Mais c'est pas que ça, c'est aussi les meilleurs sols qu'on puisse imaginer. C'est aussi l'approvisionnement régulier des nappes phréatiques en eau pure, grâce aux pivots des arbres. C'est aussi l'épuration atmosphérique.
et le retour de la pluie. C'est exactement ce qu'il nous faut pour contrebalancer les problèmes écologiques qui sont devant nous. Alors, on ne va pas mettre des forêts primaires partout, bien entendu, mais mon projet, c'est que notre expérience marche suffisamment pour que plusieurs pays se disent « mais pourquoi pas nous ?» Les Espagnols me l'ont déjà dit. Ils m'ont dit « si tu le fais chez toi, nous on le fait chez nous ». Ben, je leur ai dit « allez-y ». Et je sais qu'ils sont en train de chercher des terrains. Juste un mot pratique. En imaginant qu'on préserve, quelle surface globalement il faut... 70 000 hectares. Oui, quand même. On mais va non, laisser vivre... C'est pas énorme. Oui. C'est un carré de 26 km de côté. Oui. On va donc laisser vivre et s'épanouir la nature. Ouais. Est-ce que ça va être compatible avec les sangliers, les chevreuils, les cervidés? C'est compatible avec toute la biodiversité, y compris ces animaux-là, bien sûr. Oui, c'est compatible sur le principe, mais actuellement où on constate un surnombre de ces animaux, est-ce que, en clair, ils laisseront s'épanouir la forêt primaire que vous souhaitez? On ne l'a jamais fait. Donc il va falloir s'attendre à devoir faire face à des problèmes. Mais je ne suis pas du tout inquiet parce qu'une forêt primaire, par définition, c'est l'équilibre. C'est l'équilibre, par exemple, entre les proies et les prédateurs. Confier la régulation de la grande faune aux chasseurs, c'est quelque chose, enfin, j'imagine que vous êtes d'accord, ça me convient pas du tout. Aux premiers écologistes de France. Ouais, au passage, puisqu'on parle des dégâts, l'histoire des sangliers, c'est l'illustration la plus frappante d'une incapacité à gérer correctement une espèce dont ils avaient la responsabilité. Ça ne fait pas partie des espèces qu'ils nourrissent. Mais bien sûr, ils les nourrissent en hiver. Et ensuite on les c'est chasse. Complètement surréaliste. De la même manière, il y a des élevages. De la même manière, on en fait venir parfois certains qui font plus de 100 kilos parce que ceux qui vont les tirer veulent des bêtes imposantes. Enfin bon, c'est un autre débat. Je sens qu'on va s'énerver. Non, mais quand même, parce qu'il n'y a pas que les plantes dans la vie. Hein. Quand vous voyez que vous avez sur la liste rouge de l'UICN, l'Union internationale de conservation de la nature, plus de 15 espèces qui sont actuellement chassables, c'est inacceptable. Le président Macron, avec qui je m'en étais entretenu, s'était engagé à ce qu'on ne tire plus ces... Ouais. Ça fait rire tout le monde. Sauf les oiseaux en question, c'est inacceptable, c'est scandaleux. On parle des sangliers... En Allemagne, ils tuent autant de sangliers qu'en France, ils sont moitié moins de chasseurs. Mais il faut une régulation, tout simplement. Il faut venir les animaux devant des... Pardon ? Ils vivent mieux. Eh bien, pour continuer un petit peu avec les mesures prises face à cette biodiversité, j'aurais voulu savoir, vous qui êtes donc président de la LPO depuis de nombreuses années, depuis 1986, je crois, quelles mesures met en place justement la LPO pour cette préservation de la biodiversité? La première des choses, c'est le dialogue, y compris avec les chasseurs. Chaque fois qu'on a pu, vous voyez, il y a eu un événement, on était 6 à l'avoir initié, c'était le Grenelle de l'environnement. Je dis on parce que c'est vrai, c'était une idée de Nicolas Hulot. Il y avait Greenpeace, il y avait le WWF, il y avait la LPO, il y avait France Nature Environnement. Et je crois que c'est tout, on était les... Bon. Et quand on a dit on va faire le Grenelle, on ne savait pas ce qu'on allait mettre dedans. On savait qu'on voulait s'ouvrir au dialogue. Et on savait qu'on avait 2 thèmes à porter, c'était la biodiversité et le climat. Et on s'est dit, pour ne pas polluer les débats, parce qu'on savait qu'on voulait parler avec le reste de la société, on va exclure du Grenelle le nucléaire et la chasse. Comme ça, on va pouvoir parler tranquillement. Bon, mais quand même... alors, après, il y a eu des familles, des collèges, avec des syndicats, avec les représentations politiques, avec... bon.
Et on a construit le Grenelle en avançant peu à peu. Je ne sais plus pourquoi je vous raconte tout ça. Si, le goût du dialogue. Et quand on est arrivé, les écolos, ils avaient une vision de l'entreprise qui était, il y avait les bons et les méchants. Ceux qui faisaient du jus de fruits, c'était les bons. Globalement, tous les autres, c'était les méchants. Bon. Et les entreprises avaient pour image les écolos qui nous empêchent de produire. Et il s'est passé un truc fascinant, c'est qu'on est tous venus avec bonne volonté et une grande compétence. Les associations environnementales, avec les bureaux d'études, etc., avaient une expérience qui leur permettait de mettre sur la table des propositions concrètes. Et les entreprises avaient passé le temps du greenwashing. Elles pressentaient déjà qu'elles ne pourraient pas s'exonérer d'une nouvelle forme de production. Alors, c'est pas parfait, mais ça nous a permis d'avancer. Et je me souviens que Borloo, le dernier discours qu'il a fait, il a dit « Ne perdez pas la magie du Grenelle ». Ce vieux renard qu'il était savait très bien qu'on avait déjà perdu la magie et que le dialogue d'un certain temps serait difficile à entretenir dans le temps. Il y a eu quand même 2 lois sur le Grenelle de l'environnement, Biodive et donc climat, et dont on est les héritiers aujourd'hui. Et donc, pour revenir à la première chose, c'est le dialogue. Et donc, quand on a un problème, nous à la LPO, mais c'est valable pour tous, on tape aux portes. On rencontre les ministres, on rencontre le président de la République, on rencontre l'opinion publique, on rencontre les scientifiques, on rencontre les partenaires. Et quand ça ne va plus, après avoir tapé à toutes les portes, la dernière étape, c'est le droit. Et du reste, j'ai dit à Macron, votre ami, là, j'ai dit, il y a 2 choses qu'il faut respecter. C'est la science et le droit. C'est les 2 leviers incontournables. Et personne ne vous reprochera de respecter la science et le droit. Et ça donne quand même une indication pour gouverner. Il n'a pas respecté ni la science ni le droit. Et ça nous conduit à aller devant le Conseil d'État en désespoir de... Et on gagne. Et quand ce n'est pas le Conseil d'État, on va devant la Commission européenne qui nous conduit à la Cour européenne de justice et on gagne. Nous ne sommes pas des procéduriers, ça n'est pas notre goût d'aller devant les tribunaux, c'est l'ultime possibilité d'agir pour enfin faire respecter le droit. Et quand je dis qu'on gagne, mais oui, à 90% on gagne, ça prouve qu'on avait raison et qu'ils avaient tort. Et donc la justice permet de faire avancer les choses. C'est très regrettable, mais je ne vais pas être trop long, mais je pense que les politiques sont filous pour beaucoup d'entre eux et nous laissent faire. Comme ça, à l'égard des chasseurs ou des agriculteurs ou des lobbying multiples, ils disent « nous, on a fait ce qu'on a pu, mais voyez, ce sont les associations qui nous ont empêchés en allant devant les tribunaux. Nous, on vous l'aurait bien laissé, le glyphosate. On vous aurait bien laissé la glu, les dauphins dans les filets, peu importe. Mais ils sont procéduriers, ils vont devant les tribunaux, on n'y peut plus rien. » Et je me demande si ce n'est pas une forme de gouvernance qui manque singulièrement de courage. Singulièrement de courage. Parce que Emmanuel Macron, par exemple, moi, j'ai eu un tête-à-tête d'1h30 avec lui, et c'est un type brillantissime, il a tout pigé. Eh bien, quand on a fait une manifestation aux Invalides, il y a quelques jours, on a présenté 400 cadavres en photo de dauphins qui correspondaient aux 400 cadavres qu'on avait pu trouver sur les plages depuis le mois de décembre. Et qu'il a vu des images insupportables. Il a dit « Je ne pensais pas que c'était aussi émouvant, aussi brutal. » Mais attends, il le savait très bien. Il le savait. Christophe Béchu, je lui ai amené les marins-pêcheurs dans son cabinet. Bérangère Abba le savait très bien aussi. Le ministre de la mer, secrétaire d'État à la mer, j'ai été le voir. Ils le savaient tous. Et ils prennent un air ahuri. Et là, ils sont sauvés par le gong. Le gong, c'est le Conseil d'État qui dit on arrête la partie. Et maintenant, on va suspendre les pêches, indemniser les pêcheurs. Alors merde, on est au XXIe siècle, on est dans un pays riche. La science nous dit que si on continue ainsi,
les dauphins communs vont disparaître du golfe de Gascogne. Et voilà un exemple parmi d'autres. Très bien, merci pour ce récit. Et donc il existe d'autres mesures, sinon permettant de pallier à la perte de biodiversité. Il en existe une qui est quelque peu polémique. Il s'agit des mesures compensatoires. Donc l'objectif est de compenser la dégradation de la nature à un endroit donné. Et donc avez-vous déjà été en contact avec ce type de mesures et surtout, quelle est votre vision de ce sujet ? J'ai une réaction immédiate, c'est qu'il vaut mieux ne pas détruire plutôt que de compenser la destruction. Ça paraît simple, non ? Oui. Du reste, le principe qui vient du Grenelle, c'est éviter, réduire, compenser. Et on va direct à la compensation. Voilà. Sans passer par les 2 étapes précédentes. Non, c'est pas une bonne méthode. Ça. Ok, très bien. Non, on voulait avoir votre avis sur ce sujet. Alors, il ne faut pas rejeter le truc. Il y a des exemples. Par exemple, il y avait une autoroute, 2 fois 2 voies, qui devait se faire en Vendée et Charente-Maritime, pour éviter notamment un village qui s'appelle Maran, où il y a plein de camions qui passent et il fallait contourner le village, etc. Et il y a eu des polémiques là-dessus. On a fait une enquête, une étude, l'LPO, en regardant ce qu'on faisait de mieux au monde pour préserver la biodiversité sur une longueur de 70 km à peu près, y compris sur pilotis qu'on avait vu en Espagne, enfin des trucs, machin. Il est évident, je le dis très sincèrement, j'ai des amis qui hurleraient de m'entendre dire ça. Moi, j'ai la conviction que s'ils avaient fait le projet tel qu'on le recommandait, c'est-à-dire sur pilotis, avec un accompagnement pour un demi-siècle et préservation des milieux, compensation gigantesque de zones humides et tout, à mon avis, très honnêtement, c'était plus profitable que ce qui va se faire, c'est-à-dire élargir une double voie. Voilà, je le dis simplement et honnêtement. Mais, comme le disait Francis, on va directement à la compensation sans passer par... oui. Et maintenant, j'ai une petite question pour vous deux, et donc, qui va vous intéresser, puisque je vais parler de la végétalisation urbaine. Donc pour vous, Francis, sur les végétaux, mais aussi pour vous, Alain, sur la capacité d'accueil de la faune, justement, en zone urbaine. Et je voulais avoir votre avis sur ce que vous pensiez, justement, de cette revégétalisation qu'on peut avoir dans les villes, à l'image de ce qu'on peut voir maintenant sur les travaux qui sont sur l'esplanade Charles de Gaulle à Montpellier, et qui sont des travaux de plus en plus présents en France. Je prendrais peut-être pas Montpellier comme modèle. Ceci étant, ça m'est arrivé dans ma vie de voir des villes sans arbres. Pour moi, c'est une image de l'enfer. C'est insupportable. Je ne sais pas comment on fait pour vivre là-dedans, d'autant plus que c'est généralement dans des pays où il fait très chaud. Donc, il nous faut végétaliser les villes. Et là, j'ai l'impression qu'on peut être optimiste parce qu'il y a maintenant plein de groupes qui s'occupent de ça. Et il y a des initiatives privées que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Patrick Blanc ? Avec les cheveux verts. Avec les cheveux verts, oui. Et non, parce qu'il recouvre les immeubles avec des plantes. C'est très beau et ça fait du bien aux gens qui y habitent là. Il y a une autre tentative qui vient du Japon, les petites forêts de Miyawaki. Alors, ma seule critique, c'est que ce n'est pas des forêts. C'est trop petit. Mais ceci étant, les gens qui habitent là, ils sont extrêmement contents. Et en quelques années, ils voient revenir les animaux à un endroit où on n'aurait pas... Non, il y a des initiatives de très, très bonne qualité dans ce domaine-là. Il faut reverdir nos villes. Je connais des villes qui sont entièrement couvertes de plantes. En Amérique du Sud, il y en a plusieurs. Alors vous regardez par la fenêtre et vous voyez tout un tas de gens en train de jardiner sur le toit de leur immeuble. Ça me fait plaisir. Et ça me fait plaisir, moi aussi, de voir cette lueur d'optimisme un peu dans vos yeux. Et j'avais
Du coup, une dernière question quand même qu'on pourrait poser, ce serait qu'est-ce qu'un citoyen ordinaire aujourd'hui pourrait faire pour sauvegarder cette biodiversité ? Pour sauvegarder la biodiversité ou même l'améliorer si c'est possible. D'abord s'y intéresser et ne plus l'ignorer. Voilà, on ne peut protéger que ce qu'on connaît. Et je crois qu'on peut protéger que ce qu'on aime, en fait. Ça ne suffit pas de connaître. Bon, ça ne suffira pas, mais c'est un bon début. Et on est encore très loin d'en être là. Je suis scandalisé par la faillite de l'éducation nationale qui a mis SVT en option. Enfin, des êtres vivants qui décident que l'étude du vivant, ce n'est pas obligatoire. Ah non, ça, je déteste. Il faudrait vraiment que l'éducation nationale prenne la mesure de ces problèmes-là, mais apparemment, ils ne le font pas. Ils n'en sont pas là du tout. Moi, quand j'étais gamin, on nous amenait des plantes et des animaux en classe et on faisait des dessins. J'ai gardé des dessins. On avait de longues séances de dessins de ce qu'on nous amenait. Eh ben, c'est des choses qu'on n'oublie pas. Et quand on a cet âge-là, on apprend sans aucun effort. Voilà, j'aimerais bien que ça revienne, ça. Ok, très bien, mais c'est noté. J'espère que l'éducation nationale vous aura entendu. Et est-ce que, Alain, vous auriez un mot à dire sur cette question aussi ? J'ai envie de dire que la première chose, c'est d'adhérer à une association de protection de la nature. On a un réseau en France admirable, avec des gens remarquables, compétents, investis. On a beaucoup évolué entre les années 70, où c'était la protection des paysages ou de certaines espèces, et aujourd'hui où il y a vraiment une maturité, une connaissance, tant sur le plan juridique, naturaliste et autres. Adhérer à une association, et il y en a vraiment, encore une fois, un paquet en France, local ou national, c'est faire acte de solidarité. On a tous besoin d'être représentatifs. Quand on va taper à la porte des ministères ou autres, si on représente 10 personnes, on n'est pas écouté. Si on représente 65 000 personnes, on commence à être entendu. Donc, uniquement par solidarité, adhérer. Et ensuite, on voit bien dans notre tissu social où on manque souvent de dialogue, d'échange, de liens, on voit bien que la vie associative est une ouverture formidable pour de la convivialité, pour de la découverte, pour un réseau social. Vous voyez, par exemple, on a lancé, c'est un vieux projet qui date de 1920 à la LPO, les refuges LPO. Vous avez un jardin, vous en faites un refuge, c'est un accord passé avec la LPO. La LPO donne des conseils pour mettre des hôtels à insectes, des nichoirs, des mangeoires, une petite mare, des essences indigènes et que sais-je encore. Bon. Et on en a actuellement on en a 55 000 à peu près. Ça représente près de 60 000 hectares. Mais c'est colossal. Et ce qu'il y a de vachement intéressant, c'est que quand on fait des opérations portes ouvertes, alors qu'en France, on vit en général un peu caché par rapport aux anglo-saxons, où il n'y a pas de... Dans les jardins, ils sont ouverts, on rentre dans la maison comme ça. Bon, nous, on est un peu pudiques. Ça marche formidablement. Les gens ouvrent leur jardin pour montrer leur refuge LPO, pour montrer ce qu'ils ont fait. Il y a un tissu qui ne nous dépasse pas parce qu'on l'accompagne, mais qui est... Mais quelle beauté, quel bonheur. Il y a de l'amour, comme dirait l'autre. Mais c'est vrai, il y a de la convivialité, il y a de la passion, et il y a de l'énergie pour défendre le vivant derrière tout ça. Donc c'est une forme d'action. Très bien, merci pour cet échange. Maintenant, on va pouvoir passer aux questions du public. Donc, vous pouvez poser vos questions. On va faire passer un micro dans la salle, comme ça, s'il y a des réactions ou des questions, on va pouvoir commencer. Oui, désolé de réintervenir. Un petit éclairage technique par rapport au sujet de la compensation, parce que c'est un sujet important en fait. On ne peut pas, écarter toute compensation, parce que la compensation, c'est le principe de la justice. On commet un dégât, on le répare. On est redevable de la réparation de ce dégât. Effectivement, d'ailleurs les lois sont assez bien faites, c'est éviter, réduire, compenser. Et dans ce sens, dans cet ordre et pas dans un autre ordre,
Et il y a un moyen très simple, alors pour nous qui faisons des études techniques, et puis pour certains d'entre vous qui demain peut-être en feront, c'est que faire en sorte que éviter coûte beaucoup moins cher que compenser. Et là, ça marche. Ça marche très bien. Oui, merci pour vos propos. J'ai bien noté les difficultés d'arriver à des résultats, la longueur de temps qu'il faut en matière de protection de la nature. Vous avez évoqué également vous n'avez pas utilisé ce mot, mais enfin la lâcheté des politiques. Alors moi, je suis écologiste depuis une bonne vingtaine d'années et il y a quelque chose qui m'obsède. Quand on connaît les dégâts causés par les produits chimiques de synthèse utilisés dans l'agriculture, les pesticides, fongicides, je ne veux pas citer, enfin je les cite, les livres de M. Nicolino là-dessus, c'est extrêmement éclairant. Je suis stupéfait que nos politiques ne parviennent pas aujourd'hui, alors qu'il y a de moins en moins d'agriculteurs, donc sur le plan électoral, alors je sais bien qu'il y a aussi les lobbies de l'agrochimie derrière et Madame Lambert, présidente de la FNSEA, mais comment se fait-il qu'on tolère encore aujourd'hui, dans le monde entier, mais enfin en France en particulier, où les gens sont en principe relativement civilisés, pourquoi on tolère encore l'agriculture à base de produits chimiques ? Il y a pas de... Moi, personne n'est capable de donner une raison. Et alors, une petite anecdote pour quelque chose qui m'énerve aussi. Quand on parle d'alimentation, je m'adresse à des gens à peu près sensés en général. Quand je parle du bio, on me dit « mais c'est normal que les gens n'achètent pas du bio, c'est plus cher ». Mais c'est une vaste blague. Le bio est 20, 30 fois moins cher que l'agriculture conventionnelle, parce que les personnes qui achètent, des consommateurs qui achètent des produits conventionnels, d'abord, ils avalent des pesticides. C'est quand même c'est quelque chose qui les atteint à petit feu. Après, ils auront peut-être un cancer, on ne saura pas. Bien qu'il y a des maladies qui sont reconnues, causées par les pesticides, comme par exemple le Parkinson. Bon. Mais les gens voient le prix facial qu'on voit dans le magasin, mais ils ne voient pas les conséquences des pesticides en matière de maladies, en matière de la disparition de la biodiversité, les insectes, les oiseaux. Mais c'est monstrueux ce que les pesticides ont fait. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Je crois que les premiers équivalents Zyklon qui a été utilisé dans les chambres à gaz, ça date de 1860, le début d'utilisation de ces produits, de ces pesticides dangereux. Donc, j'ai une interrogation, si quelqu'un dans la salle a une réponse, pourquoi tolère-t-on encore aujourd'hui l'agriculture dite conventionnelle, qui est une aberration totale, et M. Dubourg, Dugrain-Dubourg, excusez-moi, vous avez consacré votre vie à quelque chose que vous n'auriez pas dû faire, que vous n'auriez pas dû avoir besoin de faire. S'il y avait une protection naturelle de la nature, si on agissait comme des gens normaux, si je puis dire, et sains d'esprit. Voilà la question. Une question extrêmement grave que vous soulevez là, monsieur. Moi, je vous donne mon avis. Les politiques, ils sont complètement aux ordres des lobbies. Et le lobby en question, on est tous d'accord là-dessus, c'est d'une évidence. Il n'y a qu'eux qui ne veulent pas le reconnaître. Mais si le lobby des pesticides agit, eh bien, les pesticides continuent. Et ces gens-là, ils n'ont pas l'intention de lâcher. Voilà, c'est une question de structure même de la société. Il y a, attendez, tout de même quelques indices qui portent à un peu plus d'optimisme. Je voudrais prononcer le terme d'agroforesterie. C'est soutenu maintenant par l'Europe, et un agriculteur français qui veut se lancer dans l'agroforesterie, il va être aidé par l'Europe, facilement. Il y en a peu qui le savent. C'est cultivé avec les arbres. Et on a des parcelles de démonstration à Montpellier même. Donc tout le monde peut le voir. Oui, c'est très rentable.
Il n'y a absolument aucun intrant toxique comme ceux dont vous parlez. Donc je crois que c'est vraiment la solution. Et petit à petit, il me semble que ça peut venir. Parce qu'enfin, si on cherche des beaux arbres, c'est tout de même en forêt qu'on les trouve. Ils n'ont pas été plantés. Voilà. Je voudrais juste revenir sur un autre lobby qui est important et qui partage le monde de l'écologie, c'est les énergies renouvelables. Et savoir un peu votre positionnement par rapport notamment à l'éolien. Nous on a en Méditerranée, on a des gros projets d'éolien, de parcs éoliens qui font d'ailleurs des dégâts sur les faucons cresserellettes. Et on a aussi de l'éolien flottant qui aurait en tout cas des impacts qui seraient beaucoup plus larges que simplement l'avifaune, mais qui auraient des impacts aussi sur tout ce qui est poissons, cétacés, etc. Donc voilà, je voulais savoir un peu quel positionnement on peut avoir en tant qu'écologiste par rapport aux énergies renouvelables, parce qu'on en a besoin, mais effectivement, il y a des grosses problématiques, notamment sur les éoliennes. Alors, tout naturellement, nous sommes favorables aux énergies renouvelables, mais pas n'importe où et pas n'importe comment. En venant tout à l'heure dans le train, pas loin d'ici, j'ai vu des parcelles gigantesques, parce que je les voyais défiler alors que le train roulait à vive allure, de photovoltaïque. Même un mouton d'Ouessant, un mouton nain, n'arriverait pas à pâturer dessous. C'est stériliser les sols. C'est inacceptable. Ça rejoint très clairement l'artificialisation dont on parlait tout à l'heure. Vous vous rendez compte que cette artificialisation, elle galope 4 fois plus vite que ne progresse la population. C'est-à-dire qu'on développe de l'asphalte et du béton 4 fois plus que on en a besoin pour la population. On est à 40 000, 50 000 hectares par an. On a plus de 50 000 ronds-points en France. On est les champions du monde des ronds-points. Alors je sais bien qu'il en faut pour les gilets jaunes, mais quand même. Bon, il y en a qui écoutent. Ça. En général, ça passe pas, ce truc. Bon, alors plus sérieusement, je ne sais plus de quoi on parlait. Oui, les éoliennes, oui, non. Alors, pas n'importe où, pas n'importe comment. Dans l'Hérault, vous êtes servi. Là, je crois qu'on a atteint un seuil de saturation voilà, au-delà duquel on ne peut pas aller. Et on envisage même certaines éoliennes, on envisage de les faire démonter parce qu'elles sont extrêmement impactantes. Alors nous, à la LPO, on a un point de vue de base extrêmement simple, pas dans les ZPS, pas dans les zones de protection spéciale, pas dans Natura 2000, pas dans tous les territoires où on a identifié de la biodiversité. Alors, à côté, peut-être, du reste, on a fait beaucoup d'études, et c'est nous qui, malheureusement, avons révélé qu'on parlait beaucoup des oiseaux qui étaient hachés menus, mais il y avait les chiroptères, les chauves-souris, qui étaient les premières victimes, rien que pas par le choc, mais par le choc... Pardon ? Voilà, tout à fait. Et par conséquent, on se bat. On a réussi, par exemple, à faire reculer au large d'Oléron un parc éolien qui devait s'installer en mer dans une aire marine protégée. Non mais, et il a fallu se battre. Voilà. Donc c'est vrai que ce sont des combats. Et quand je vois le photovoltaïque, où beaucoup, dans le sud de la France, notamment dans les garrigues et tout, allez hop, on va foutre du photovoltaïque, mais c'est catastrophique. Et donc voilà, il faut oui aux énergies renouvelables, mais pas n'importe comment, et on se battra toujours pour les faire reculer partout où elles ne doivent pas être. Voilà. Dans la Beauce, très honnêtement, quand je vois le désert vert, ça ne me dérange pas, je trouve ça même assez joli de voir des éoliennes qui sont là. Pourquoi pas, il n'y a plus rien. Je préférerais qu'on replante des arbres, hein, évidemment, mais bon.
Ça fait longtemps que j'ai cette idée-là dans la tête. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire artificiellement de la photosynthèse? C'est pas très compliqué. La chlorophylle, ça manque pas. Il faut de l'eau, des éléments minéraux très simples, très basiques, l'énergie solaire et du gaz carbonique atmosphérique. On manque de rien, tout ça. Les plantes le font avec une très grande dextérité, mais est-ce qu'on ne pourrait pas en faire des systèmes qui seraient directement chargés de nous alimenter en énergie? Moi, je crois que c'est une solution envisageable. J'ai posé la question à des collègues aux États-Unis. Ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas pensé à ça, mais qu'effectivement, il n'y avait pas d'obstacle évident. Il y a l'élevage de phytoplancton. Un peu, voilà, dans des colonnes où on arrive à... Mais ça pourrait être développé davantage, effectivement. Bon, ce qui est évident, c'est que le nucléaire nous a amené à prendre un retard considérable sur les potentialités, tout ce qu'on aurait pu investir sur un photovoltaïque plus efficace, sur etc., etc. Voilà, sur la capacité à conserver l'énergie dans des piles, à la densifier, etc. Enfin, bon. On a bien plombé. Est-ce qu'il va rester des questions? Oui. Oui. Ici. Ah, super. Bonsoir, rebonsoir. Je voudrais parler de moteur motivationnel pour des engagements écologiques ou autres. En effet, on est tous entre convaincus ici, je pense. Attention, il y a des colonnes jaunes quand même, monsieur Dugrain-Dubourg derrière vous, par rapport à la blague des gilets jaunes. Ça a flashé. Du coup, l'engagement en moteur motivationnel pour pouvoir tout simplement avoir un impact, même individuel, dans son quotidien. Et je pense que c'est vraiment une des clés, puisqu'on entend depuis longtemps que la maison brûle. Du coup, quels sont les... J'ai bien entendu déjà une bonne réponse, c'est 65 000 adhérents pour la Ligue. C'est un superbe résultat. Et souvent, on arrive à prêcher des gens qui sont déjà sensibilisés. Et il y a beaucoup d'associations qui arrivent à leur limite d'adhésion, parfois, sur plein de sujets différents. Du coup, comment aller chercher de l'adhésion à des sujets aussi essentiels que la perte de biodiversité ou le changement climatique, qui est un petit peu plus populaire, je crois, ces temps-ci. Est-ce que vous avez, chacun d'entre vous, des idées là-dessus ou des plans même pour la LPO? Merci. Alors, moi, je parie beaucoup sur la jeunesse. Et je dis souvent aux politiques, regardez la société bouger, vous ne la voyez pas bouger. Et on en parlait tout à l'heure, vous prenez les véganes. Moi, je ne suis pas végane, je ne suis même pas végétarien. Bon, je mange pratiquement plus de viande quand même, mais bon. Les véganes, ce sont des jeunes qui ont entre, globalement, 18 30 ans. Ce n'est pas les enfants de la SPA. Ce sont des jeunes qui sont interrogés sur leur relation au reste du vivant et qui ont décidé de faire la paix. C'est un choix très extrême. Moi, je leur rends hommage parce qu'ils ne font pas un prosélytisme violent. Moi, j'ai plein de potes véganes. Ils ne me reprochent pas de manger du poisson de temps en temps, voire de la viande. Simplement, ils sont de plus en plus nombreux. Et je disais dans le TGV, vous avez des menus véganes. Ce n'est pas un hasard. Ça veut dire que la société bouge et on ne la voit pas bouger. Et donc, moi, je parie beaucoup sur les jeunes. Les gens rencontrent souvent et je leur dis « Mais pourquoi vous n'allez pas voter ?» Parce qu'ils me disent « Oh, on en a marre, on n'y croit plus. » Je dis au moins voter pour les Verts. Bon, je ne suis pas toujours, Dieu sait, d'accord avec eux, mais il y a quand même une direction. Vous pourriez au moins soutenir un mouvement. Non, mais on n'en peut plus de la politique. Je dis, alors vous restez indifférent. Non, on agit autrement. Et il y a eu un truc qui s'est passé il n'y a pas longtemps, The Event. Vous connaissez ça? Ah, tu connais pas, oui. Ah, bah, moi non plus, je ne connaissais pas. The Event. C'est un mouvement de jeunes où ils font... Vous pouvez le définir, vous, ce que c'est? Pardon? On a un camarade qui est pas mal là-dessus. Alors, toi... Je vais lui demander de venir. Voilà. Ah bah non, mais bon. c'est vachement intéressant parce que c'est T'as un micro colossal. avec Zoé, si tu veux.
Voilà. Alors, il va vous expliquer déjà quelle est la plateforme, la structure, puis après, je vous raconterai comment on l'a. Alors, est-ce qu'on m'entend bien? Français? Oui. Parfait. Alors, le Z-Event, c'est donc, comme vous l'avez dit, un événement qui regroupe plusieurs jeunes. En fait, c'est on va dire des jeunes qui font des vidéos, qui font des streams, qui font des lives en direct, qui retranscrivent en fait tout simplement en direct leur activité. C'est en général des jeux vidéo qu'ils font, mais ça peut être aussi plein d'autres activités en tout genre. Et donc pendant ce Z-Event, c'est à peu près 3 jours où ils vont tout simplement faire une appel aux dons en disant que voilà, ces dons vont aller à différents organismes. Et c'est absolument fou la progression qu'il y a eu sur cet événement, parce que je crois qu'il a, je ne sais plus exactement, ça devait être la 5e, 4e édition peut-être cette année. Oui. Et du coup, la LPO, je sais, a été l'un des bénéficiaires voilà, de cet événement, et ils récoltent de plus en plus d'argent, et je crois que cette année, ils ont dépassé les 10 millions d'euros récoltés. 12 millions cette année en un week-end. Ce sont des jeunes qui ont tout simplement donné chacun 5 euros, 2 euros, et ils m'ont dit, mais c'est notre façon de voter. On est dans le concret. Et il y a eu 4 associations bénéficiaires qui sont le VVF, la LPO, Sea Shepherd et il y en avait une 4e. Bon. Et là, on a des projets, des programmes qui ont été financés par les jeunes. Et donc voilà la société qui bouge. Les jeunes ne restent pas indifférents. Et c'était des milliers de jeunes qui, pendant tout le week-end, n'ont pas lâché comme un téléthon, mais sur les réseaux sociaux, et ils donnaient de l'argent. Et encore une fois, il y a près de 12 millions à un week-end. Au passage, quand il y a eu l'émission sur France Télévisions sur les arbres, il n'y a pas longtemps, ils ont levé, je ne sais plus, 4 millions d'euros, ce qui est pas mal. Mais franchement, c'est pas beaucoup en une soirée sur le service public. Et Z-Event, voilà, ça a été 12 millions, c'est 3 fois plus quand même. Donc les jeunes s'expriment d'une autre manière. Merci. Merci de nous avoir présenté ce soir donc 2 approches qui sont assez complémentaires, à savoir la création d'une forêt primaire et l'appel en justice à travers la LPO. Et donc, face à ces 2 approches complémentaires, je ne peux pas m'empêcher de me demander quel est votre regard, quel regard vous portez par rapport au mouvement de désobéissance civile, puisqu'on voit bien que le rapport Meadows est tombé il y a plus de 50 ans, que les rapports du GIEC tombent et ne changent pratiquement rien, que l'IPBES appelle à l'aide depuis des années et que les recours en justice sont longs et fastidieux et qu'on n'a pas ce temps-là. Et donc, quel regard portez-vous sur ces mouvements de désobéissance civile qui sont vus par la jeunesse que vous mentionnez comme le dernier recours, le dernier rempart qu'on a, auquel on s'accroche pour faire face à cette urgence-là? Merci. Bon, c'est une excellente question parce qu'elle se pose à chacun de nous quand on est face à une question de conscience, on va dire. Mon rôle de président de la LPO n'est pas d'inviter à la désobéissance civique. C'est de respecter le droit et d'aller le plus loin possible. En vérité, j'ai désobéi bien des fois. J'ai brûlé des pylônes dans le Médoc. On a été dans les Landes, je ne sais pas si vous vous rappelez, l'homme en slip à l'appel. Voilà, des trucs comme ça. On était chez les gens. C'était pas toujours. On était un peu bord cadre. Mais moi, je ne peux pas engager à cette désobéissance civique. Je crois qu'on a d'autres moyens d'y parvenir. J'ai du respect malgré tout pour ceux qui s'engagent, parce que ce sont des fers de lance. Mais voyez-vous, aller mettre du rouge, je crois, sur le portail de Matignon, Anso, je ne trouve pas que ce soit... En revanche, quand on exposait nos cadavres de dauphins, oui, ça avait davantage de sens, me semble-t-il. Voilà ce que je peux vous répondre. C'est peut-être insatisfaisant. Après, chacun, et on est dans une démocratie, a l'autonomie d'agir en fonction de sa conscience.
et de ne pas respecter le droit pour porter un message plus loin. Mais je ne peux pas l'encourager à le faire. Oui. Non, non. Ouais. Non, non. Non, non. L'Europe, en termes d'environnement et de respect de l'animal, nous tire clairement vers le haut. C'est l'Europe qui a dit, par exemple, pour l'expérimentation animale, ça vous intéresse dans vos études ou autres, que l'usage de l'animal n'était pas une finalité. Il devait disparaître. C'est une invitation aux cultures sur cellules, au calcul mathématique et à bien d'autres méthodes alternatives. L'Europe nous tire vers le haut. Toutes les directives, la directive Habitat, la directive Oiseaux et d'autres, nous permettent aujourd'hui de contrer des mauvaises habitudes prises chez nous. Par exemple, sur les chasses traditionnelles, on a gagné, alors qu'on est vraiment dans un pays qui est très ancré sur les traditions, et le business, parce que les ortolans, c'était de la tradition, sauf que sous le menton, ils vendent ça 100 à 150 euros pièce, l'ortolan, petit piaf qui fait moins de 20 grammes. Donc voilà, quand on parle de tradition, de petits vieux qui font leur truc, attends, c'est un énorme business, il y en a même qui partent congelés aux États-Unis, etc. Donc voilà, l'Europe nous a permis, grâce aux directives, d'aller d'abord devant le Conseil d'État qui se retourne vers l'Europe pour savoir si son jugement va être conforme, et parfois, du reste, il se retourne et il attend d'être éclairé par la Commission européenne, et nous, on est en très grande proximité avec la Commission européenne. Pour les dauphins, on va gagner grâce à la Commission européenne. Ah oui, 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 elles seront respectées. Parce que je vous assure que ça coûte une blinde, et en plus, c'est pas acceptable. C'est très mal vécu. On est quand même un pays, on est dans les pays les plus riches du monde, on se prétend respectueux du droit, on ne peut pas roucouler publiquement au niveau européen et ne pas respecter les règlements. Non, pour la France, même des pays comme Malte, qui sont accommodés, sont arrivés tardivement de la législation pendant longtemps, ils avaient une période d'adaptation, elle a été dépassée, ils ont continué. Là, maintenant, globalement, tout le monde est aligné. D'abord parce qu'il y a des pénalités, et après parce que politiquement, ça ne le ferait pas. Enfin, on a des obligations, sauf à sortir de l'Union européenne, comme l'a fait le Royaume-Uni. Je voudrais revenir sur cette histoire de désobéissance civile. Ça ne peut pas être une solution. Je suis tout à fait de votre avis. Mais, ceci étant, il faut savoir le faire. C'est super excitant. Et ça peut donner des très beaux résultats. Voilà. Ouais, moi je l'ai fait. J'ai amené une grume d'Okoumé en face de Matignon. Et on était à 2 Alcier avec les masques du président et du Premier ministre. Bon, comme on pouvait s'y attendre, on s'est retrouvés au poste de police. Et ça m'a permis d'ailleurs de passer une excellente après-midi en compagnie de Lambert Wilson et de Béatrice Dalle. Je suis gagnant dans l'affaire. Donc il faut savoir le faire. C'est-à-dire il y a des moments où votre conscience vous dit que la bonne solution, c'est pas de suivre la loi, mais d'aller contre. Il ne faut pas que ça soit systématique, mais il ne faut pas se l'interdire. Voilà. Bonsoir. Moi, j'avais une question plus personnelle à Monsieur Allais. Bon, vous avez passé votre carrière peut-être dans les forêts tropicales, mais plus au niveau de l'architecture et développement des arbres, une bonne partie. Pardon. Et je me demandais si, bon, vous serez tout jeune ou jeune chercheur à l'heure actuelle, avec tout le savoir que vous avez acquis et partagé,
quels seraient vos projets de recherche, vraiment plus autour de physiologie et développement des arbres, des grandes questions qui vous trottent encore dans la tête? Je pourrais vous en citer des quantités. Il y en a une qui me vient à l'esprit. Un exploitant forestier abat un arbre. Bon, c'est son boulot. Il prend le tronc, parce que c'est là qu'il y a le bois, et il laisse sur place les branches. Voilà, il faudrait mettre au point un système de bouturage de ces branches autour de la souche de l'arbre abattu. Là, je suis sûr que les conditions sont bonnes, puisque l'arbre y poussait. Et les grandes boutures, on sait maintenant que ça va très très vite, beaucoup plus vite qu'à partir d'une graine ou d'un petit plant maltraité. Ces grandes boutures, il faudrait habituer les exploitants forestiers à les mettre directement après l'abattage. C'est pas compliqué. Voilà, ça fait partie des choses qu'on pourrait faire. On va attaquer les dernières questions, je pense. Il y en a une juste ici, je crois. Alors tout à l'heure, vous avez dit que vous gagnez de multiples procès. Je voulais savoir si les mesures qui étaient mises en place à la suite de ces procès, elles vous semblaient suffisantes, ou c'est pas plutôt un moyen pour les politiques de un peu calmer les écolos qui gueulent? Parce que quand on voit toutes les politiques multigouvernementales qui sont mises en place, comme les COP21, et que rien n'est respecté, et que rien ne change, alors qu'il y a beaucoup de blabla et beaucoup d'argent qui est mis là-dedans. Alors, je vais vous dire, avec une certaine amertume, il m'arrive d'avouer que notre job, nos succès consistent à éviter des défaites. En clair, on ne gagne pas des choses nouvelles, un nouveau parc national, je ne sais pas, des arbres admirables qui seraient replantés, que sais-je encore. On a évité un drame supplémentaire pour la nature. Et ça, c'est notre succès. Alors, c'est vrai que c'est frustrant quand même. On a eu une époque, je parlais des années 70, où il y avait d'autres succès. Les succès, c'était la loi sur la protection de la nature, c'était la création des parcs nationaux, c'était formidable, enthousiasmant. Là, nos victoires, c'est quand on évite une défaite pour la nature. Alors, maintenant, quels sont les effets du droit? Le droit s'applique en France quand même. Alors, il y a encore de la glu dans le massif méditerranéen, il n'y a pas de doute, hein. Mais c'est du braconnage, on arrive à contrôler et au moins on a des moyens d'action. Il y a toujours on le voit pour les civelles, on le voit pour... Il y a beaucoup de braconnage encore, toujours par intérêt économique évidemment, mais on constate que quand on gagne devant la justice, globalement c'est mis en œuvre, oui bien sûr. Par exemple, le Courlis Cendré, il était abattu. Il y avait un programme live pour le sauver. Le dernier pays d'Europe où on le dézinguait encore, c'était en France. Et vous vous rendez compte qu'il y avait des oiseaux qui étaient élevés en Pologne, qu'on équipait de balises pour faire des suivis, parce qu'il y avait un effondrement des populations. Et on retrouvait ces oiseaux, en principe protégés en France, flingués avec les balises qui s'arrêtaient, et c'est comme ça qu'on arrivait à retrouver. Donc il y a encore du braconnage, mais au moins c'est interdit, ça nous permet d'agir. Non, il y a la nuit du droit où ça porte un autre nom chaque année, et cette année, l'année dernière, il nous avait demandé de faire au Conseil d'État, il y avait le président du muséum, et il m'avait demandé à moi de venir aussi, de faire un débat sur le thème de la biodiversité et du droit. J'aime autant vous dire qu'aller au Conseil d'État, la plus haute juridiction de notre pays, pour parler de biodiversité, avec des magistrats qui sont à l'écoute et qui ont retenu ce thème comme nuit du droit, on a tellement tapé aux portes, mis le pied dans la porte pour éviter qu'elle se referme, que quand on voit des maires comme celui de Montpellier,
des juristes, quand on voit des politiques, quand on voit s'ouvrir sur la nature et même dire, parce que c'est beaucoup la question aujourd'hui, moi j'ai envie de changer, mais qu'est-ce que je peux faire à mon niveau ? Qu'on soit citoyen, qu'on soit une entreprise, qu'on soit une collectivité, éclairez-nous sur la manière d'agir. Et c'est pour ça qu'on a créé par exemple un MOOC avec le MEDEF. Alors le MEDEF, il n'y a pas que des gens formidables et tout. N'empêche qu'ils ont très sincèrement voulu être éclairés. Et pour les entreprises, on a donc fait un travail pour les accompagner dans leur volonté, pour les petites et moyennes entreprises principalement, de servir la biodiversité. On fait la même chose, on est en train de monter cette affaire avec l'École nationale de magistrature, c'est la LPO qui fait ça, pour intégrer par un MOOC la biodiversité dans le droit. Voilà, et on va peut-être le faire avec l'éducation nationale. Quand vous voyez qu'un élu, le plus souvent, encore une fois, ils ne sont pas tous à mettre, mais il n'y en a pas un qui est capable de reconnaître 10 arbres différents. Et on est en charge d'une question essentielle, comme le vivant dont nous dépendons. Il y a un problème de formation, là, vraiment. Voilà. Bon, bonne ambiance chez vous, là. C'est fou, on repart, on est gonflé à bloc. Ah, c'est incroyable. Est-ce qu'il en restait? Oui, monsieur. Bon. Alors moi, ma question, elle relève un peu des espèces invasives. Alors, comme vous savez, il y a des espèces invasives telles que l'écrevisse de Louisiane, ou il y en a d'autres, mais je ne m'y connais pas trop dans le domaine. Mais ma question, en fait, c'était est-ce que il y aurait des espèces venues d'ailleurs, voire même par exemple des tropiques, des espèces qui pourraient être bénéfiques à la biodiversité, par exemple en Occitanie. Et si oui, est-ce que ça serait un risque à prendre de les importer en France ? Alors, tout ce qui vient des tropiques est bien. Je progresse quand même. Au début, j'étais pas comme ça. Alors, ça, c'est jouer avec le feu. Tout est possible. Quand on a, par exemple, la lutte contre les ravageurs, qu'on met des coccinelles, etc., bon, c'est une lutte biologique qui n'est pas inintéressante. C'est extrêmement dangereux. Extrêmement dangereux, parce qu'on peut imaginer des effets positifs, mais à terme, on ne sait pas, là je parle dans l'absolu, si l'espèce en question ne va pas occuper après l'espace, se développer, etc. Cela dit, toute espèce exotique n'est pas forcément à rejeter. Vous parliez de l'écrevisse de Louisiane. C'est vrai que c'est un problème par rapport à l'écrevisse à pattes blanches indigène. Bon, n'empêche que si les cigognes ont réussi à se développer, c'est notamment dans le sud-ouest parce qu'il y a un paquet d'écrevisses et qu'elles se sont gavées des écrevisses. Très franchement, le jour où les écrevisses de Louisiane vont disparaître, il y aura peut-être un problème. D'autres espèces comme la tortue de Floride, moi j'ai été filmer les élevages là-bas, c'est scandaleux, qui ont été relâchés dans nos plans d'eau et qui ont fait concurrence à la tortue cistude. Là, c'est un vrai problème. La grenouille taureau, c'est un vrai problème. Et puis, vous avez des espèces comme la perruche. Pardon ? Vous en avez ici, mais oui, mais alors, en principe, qui aurait été lâché d'expédition, sauf que on en trouve à Londres, on en trouve en Belgique, on en trouve ici, il y en a à Paris, il y en a partout maintenant. Très honnêtement, on n'a pas vu d'effet néfaste pour l'instant, pour la perruche à collier. Alors, ils arrivent sur les mangeoires un peu vives, bon, mais les étourneaux également, mais bon, et tout ça s'organise. Moi, pour l'instant, j'ai beaucoup de bonheur à voir ces oiseaux qui font un boucan pas possible, qui sont beaux, qui traversent le ciel et qui apportent un peu d'exotisme
notre quotidien si sombre en Occitanie. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire. Donc, évidemment, il y a des espèces qui posent de gros problèmes. Le frelon asiatique sur les ruches, c'est vraiment une catastrophe. Mais toutes les espèces ne sont pas forcément à combattre. Par exemple, la loi du Canada, la bernage du Canada, on n'en veut pas, elle est espèce invasive. Moi, je la trouve charmante, elle est familière, alors elle chie un peu sur la pelouse, c'est vrai. Bon, je reconnais. Bon. Et nous donc. Voilà. Est-ce qu'il va rester des questions dans le public? Oui, bonsoir. Je voulais voir si M. Allais pouvait nous expliquer un petit peu plus l'avancement de son projet de reconstitution d'une forêt primaire et voir quels sont les objectifs à court et moyen terme. À long terme, on voit très bien, mais voilà, à court et moyen terme, quels sont les objectifs que vous êtes fixés? Merci de votre intérêt. C'est un projet qui doit d'une manière correspondre à une attente, si j'en juge par le nombre d'inscriptions à l'association. Si cette adhésion vous intéresse, vous tapez forêt primaire et ça va venir. Aucun problème. Alors ça marche bien, parce que je crois que pendant le Covid, beaucoup d'entre nous n'avaient plus de perspective temporelle. Voilà. Et ça, c'est un projet qui fait confiance au long terme. Il a des aspects philosophiques qui me paraissent très importants. On me dit, 7 siècles, c'est beaucoup trop lent. Désolé, ce n'est pas un choix. Mais je voudrais faire remarquer qu'on vit en ce moment, nous autres êtres humains, à un rythme frénétique. C'est une grande victoire de gagner 1 seconde. On passe de la 4G à la 5G en attendant la 6G. Et on oublie de nous dire à quoi sert ce temps qu'on aurait pu gagner, parce qu'en fait, on n'en gagne pas beaucoup. Voilà, moi je suis partisan du temps long, parce que si on veut laisser des traces d'une qualité indiscutable, il faut y consacrer du temps long. Nos ancêtres, quand ils se lançaient dans la construction d'une cathédrale, celui qui posait la première pierre, il était absolument certain de ne pas être au pot d'inauguration, c'est clair. Voilà, mais c'est parce que quand on veut faire des choses vraiment importantes, durables et belles, il faut y consacrer du temps. Donc voilà, il y a des aspects philosophiques là-dedans qui m'intéressent beaucoup. Et encore une fois, s'il y en a parmi vous qui voudraient nous aider, c'est ce que disait Alain, il faut adhérer. Parce qu'on ne va pas tarder, on a déjà commencé à aborder le niveau politique, et les politiques, ce qui les intéresse, ce n'est pas du tout le sujet lui-même, ils s'en foutent, c'est le nombre d'adhérents. On en est à 4250, il nous en faudrait 6000, voilà, mais ça va venir, je crois. Eh bien, un grand merci pour vos questions. Et un grand merci, Francis, pour nous avoir partagé ce projet en finale. Et merci à vous deux pour vos idées échangées, vos mots bien choisis. Et merci d'être venus. On peut les applaudir, je pense.